C'est de l'horlogerie de précision, la grande symphonie, la belle orchestration. Les planètes rayonnent pour nous guider, tout est limpide, c'est vachement bien organisé. Merci Willy. Mesdames et messieurs, Fanchon Pradalion. Merci Willy. Merci beaucoup à ce forum de m'accueillir et merci à Willy d'avoir chauffé la salle avec ces si belles musiques, ces si belles chansons inspirées par l'astrologie justement. Et donc il nous a dit dans sa chanson que tout est bien organisé. Il a compris que l'astrologie nous montre comment tout est bien organisé. Et donc justement c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors cette fois ça ne sera pas en musique mais ça va être en images. C'est pour ça que j'ai gardé quand même beaucoup d'images et de manière à vous faire essayer de travailler avec vos deux cerveaux. Il paraît comme il y a une majorité de femmes, je ne me fais pas de soucis. Donc je sais que vous allez pouvoir travailler avec les deux cerveaux. C'est un petit peu pour vous faire une promenade dans l'histoire des sciences et des connaissances et pour savoir où on en est et comment on se situe aujourd'hui, où est-ce qu'on en est rendu, où est-ce qu'on est arrivé et dans quel moment de l'histoire on est actuellement. Alors effectivement, je travaille dans la lignée de deux grands astrologues du XXe siècle, un astrologue suisse, Charles Vouga, et une astrologue française, Germaine Hollet, qui étaient un couple en astrologie, qui m'ont transmis leur droit moral sur leur œuvre. Et maintenant, je travaille avec deux jeunes astrologues. On a créé un collectif et plus mon époux qui est très actif dans ce collectif puisqu'il fait les films et on travaille beaucoup ensemble, on fait des cours filmés. Donc je travaille avec ces deux jeunes femmes et les dessins que vous avez là sont faits aussi par elles, c'est-à-dire que comme Patrice tout à l'heure vous a dit qu'il était seul à parler sur scène, mais moi je suis là à parler devant vous, mais derrière moi il y a du monde. Et vous y êtes aussi, je pense, voilà, on est tous ensemble de quelque sorte et on n'est jamais seul en fait. Et on est toujours le fruit de toute une histoire et puis on est le fruit de rencontres et aujourd'hui ça en est une. Donc voilà, les trois livres dont entre autres dont vous a parlé Raphaëlla, vous pourrez me retrouver durant les 2 autres jours de ce forum sur le stand de Un autre sens qui sont des amis de longue date et vous pouvez me rencontrer et on pourra parler des livres. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que l'astrologie, quel est le travail d'un astrologue? L'astrologie, si vous voulez, permet à chaque être de faire le point à un moment sur sa mission de vie. Et pour faire le point, il faut savoir d'où il vient et où est-ce qu'il a l'intention d'aller. Alors évidemment, on a vu avec le travail d'Hercule tout à l'heure combien le chemin est long de la connaissance. Et donc pour arriver à ce chemin long de connaissance, on a besoin, à chaque instant, on a besoin de capter quelque chose du dessein divin en nous. Qu'est-ce qu'on a? Moi j'appelle ça les aspirations. C'est-à-dire que pour aider quelqu'un à faire le point sur son projet de vie ou sa mission de vie, il faut savoir qu'est-ce qu'il a parcouru comme route jusque-là, à quoi il aspire maintenant, c'est-à-dire consciemment. On est toujours au bon moment dans son chemin de vie, mais il est intéressant toujours de voir à quoi on aspire devant nous, qu'est-ce qu'on ressent de cette aspiration et où est-ce qu'on a l'intention d'aller. Et alors c'est pour ça que ça va être assez long de savoir d'où l'on vient, parce que le chemin de l'humanité est assez long et c'est ce que je me suis employée à travailler beaucoup, non seulement pour les individus, mais aussi pour les collectifs. Donc l'astrologie, c'est la science des cycles et des symboles, et effectivement, toute évolution, elle est individuelle, et on peut travailler sur l'évolution d'un individu, et donc travailler sur les cartes du ciel, c'est travailler sur l'évolution d'un individu, mais on peut travailler aussi sur les évolutions collectives, et c'est ce à quoi je m'emploie beaucoup, parce que je pense qu'on ne peut pas faire on ne peut pas travailler sur toute une évolution d'un seul individu sans comprendre sa génération, sans comprendre son histoire, sans comprendre le moment de l'histoire dans lequel on est. Et donc, l'astrologie que je travaille fait le lien entre l'individu et le collectif. Et c'est cyclique. Donc, les connaissances, puisque c'est le sujet que nous traitons durant ces 3 jours dans ce forum, si vous voulez, les connaissances sont vivantes.
Et parce qu'elles sont issues des consciences humaines. Et on a bien compris tout à l'heure que tout le parcours, dans ce que Patrice Brasseur nous a expliqué, tout le parcours d'Hercule dans ce travail vers le jardin des Hespérides, comment il y a des moments très très différents et des phases différentes par rapport aux connaissances. Et d'abord, on a vu qu'il s'est heurté à des savoirs, mais les savoirs, peu à peu, on se rend compte qu'ils sont morts. Parce qu'ils sont détachés des êtres vivants. Et en tout cas, à un moment donné, le savoir, pour nous, il est mort. Il nous attache quelque part, mais il faut savoir s'en détacher et aller dans la recherche de quelque chose de nouveau. Et on ne peut évoluer que si, à un certain moment, on se détache des anciens savoirs pour aller vers des connaissances plus vivantes. Et les connaissances, elles sont portées par les consciences humaines, en fait. Si vous voulez, donc chaque fois que je parlerai de connaissance, derrière ce terme, il y a l'idée de conscience humaine, il y a une conscience individuelle et il y a des consciences collectives qui travaillent ensemble. Donc pour moi, connaissance et conscience sont liées. J'ai travaillé à ce sujet d'ailleurs avec toute une équipe de Michel Serres sur la question des connaissances et on a vraiment vu à quel point les différences sont phénoménales entre les savoirs et les connaissances. Alors on va bien s'en rendre compte dans l'évolution humaine que nous connaissons. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu, de vous donner une perception de qu'est-ce que peut être l'astrologie et comment elle est grandiose en fait. Et comment à la fois elle est grandiose et donc elle pourrait nous paraître inaccessible, mais comment en même temps elle parle à l'intime en chacun de nous et combien l'individu et le collectif sont liés par une sorte de lien, par le lien de la vie tout simplement en fait. Et donc, en préalable, je vais vous expliquer d'où vient l'énergie cosmique, comment elle entre dans notre système solaire. Ensuite, d'où nous venons au niveau des grands cycles astrologiques. Où est-ce qu'on en est maintenant? Donc, c'est le parcours. Hein. D'où on vient, on fait le point. Et quelle peut être l'œuvre de nos générations? J'ai vu qu'il y a un peu de toutes les générations parmi vous, et c'est ça qui est intéressant. Quelle est notre œuvre actuellement à ce moment de l'histoire? Alors, en préalable, qu'est-ce que l'énergie cosmique, si vous voulez, comment elle arrive dans le système solaire? Parce que c'est absolument passionnant. Alors, évidemment, mes références sont nombreuses, mais beaucoup l'astrologie ésotérique d'Alice Bailey. Et donc, tous les travaux de Bailey sont aussi derrière mes recherches. En fait, il se trouve que l'astrologie que je travaille beaucoup sur les transpersonnels et les grandes planètes collectives. Et Alice Bailey nous dit que l'énergie cosmique rentre à travers un grand triangle, la Grande Ourse, Sirius qui fait partie de la constellation du Grand Chien et les Pléiades, et elle rentre dans le système solaire et en fait c'est Pluton qui capte ces énergies en quelque sorte. Or il se trouve que dans mes recherches, j'ai vu que effectivement ce sont tous les cycles à partir de Pluton qui déploient les énergies jusqu'au centre vers le système solaire. Alors là vous avez une sorte de symphonie si vous voulez des énergies qui rentrent par la ceinture de Kuiper. Alors vous voyez en cela je vous explique tout simplement que l'astrologie elle s'appuie sur une science très très exacte qui s'appelle l'astronomie. Et quand je vous parle de la ceinture de Kuiper et des cycles, je vous parle d'astronomie pure, c'est-à-dire de la partie science de l'astrologie. Donc voilà, cette énergie cosmique est focalisée dans la ceinture de Kuiper par la planète Pluton. Et ça, c'est une sorte de schéma qui nous montre comment ça rentre dans le système solaire par rapport à l'énergie qui vient. Parce que l'énergie nous vient de toute la galaxie, de toute notre galaxie, la Voie lactée. Elle rentre, elle pénètre dans le système solaire et elle est déployée par une sorte de vortex énergétique que créent les cycles des planètes entre elles, en commençant par Pluton. Mais laissez-vous porter, n'essayez pas de comprendre uniquement avec votre cerveau droit. Hein. Regardez les images et vous ressentirez, parce que nous fonctionnons comme cela. En nous, ça fonctionne comme cela. C'est-à-dire ces cycles, ils sont en nous. Donc c'est ce vortex des grands cycles, il y a un jeu de grands cycles, alors évidemment c'est tout un travail assez énorme, et si vous voulez, les cycles astrologiques c'est comme l'heure, c'est-à-dire il y a une petite aiguille, il y a une grande aiguille, et puis il y a encore une aiguille des minutes, etc. Et nous en astrologie nous avons au moins 10 aiguilles.
Donc vous voyez, c'est assez compliqué parce que à tour de rôle, la petite aiguille la grande aiguille devient une petite aiguille pour une aiguille suivante, etc. Donc c'est un jeu qui descend en vortex de grands cycles de 500 ans jusqu'à des petits cycles de 12 ans et demi. Et le cycle que vous connaissez tous et que nous connaissons tous, c'est le cycle de la lunaison. Que nous travaillons tous plus ou moins, ou qui nous travaillent plutôt, puisqu'il y en a 12 ou 13 par an, cycle de lunaison. Et donc vous voyez, nous sommes traversés par des cycles permanents, et c'est ça qui se travaille en astrologie. Et donc ces trois principaux-là, aujourd'hui je vais vous parler il y a trois principes aussi, pour certains qui ont envie, je donne les repères astrologiques, mais si ne vous accrochez pas, si ça ne vous intéresse pas proprement parler, le nom des planètes. Donc il y a un cycle de 500 ans, qui est un cycle de civilisation, puis il y a un cycle de 172 ans qui est un cycle d'idéologie, et puis il y a un cycle un peu plus court de 113 à 141 ans, qui est un cycle alors nous on peut l'appeler de destruction créatrice, parce que c'est-à-dire tout ce qui était avant semble se détruire pour que quelque chose de nouveau arrive. Et donc nous vivons en permanence à des moments. En ce moment, je vais vous expliquer dans quel moment nous sommes par rapport à ces cycles. Donc le plus grand cycle, c'est un cycle de civilisation qui a un paradigme particulier. Et on va voir dans quel cycle nous nous trouvons. En fait, donc là je ne vous montre pas, en fait ce qui se trouve c'est que les cycles avec ce sorte de sablier, si vous voulez, de cône, ça rejoint le cône de la psyché de Jung. Ce qui fait que nous faisons vraiment un parallèle complet entre les grands cycles inconscients des planètes et la psyché de Jung. Et d'ailleurs, Jung savait très très bien qu'il y avait un lien entre l'astrologie et la psychologie. Et je dirais que même la psychologie est fille de l'astrologie, en fait. C'est la trame cosmique, en quelque sorte. C'est juste laissez-vous porter par les dessins. On est toujours à un endroit d'un sablier à un moment donné, et à chaque instant, si vous voulez, nous sommes dans une trame d'espace-temps. Ça, c'est la nouvelle physique qui nous l'explique. Vous voyez, là, vous avez la trame de l'espace-temps, et nous sommes toujours à un point de cet espace-temps, mais c'est toujours un point qui est en mouvement. Et donc, ça bouge en nous, les énergies rentrent, et nous créons quelque chose. Ça, c'est une autre... Pour vous montrer, si vous voulez, que la trame cosmique, et on travaille avec cette idée que les énergies se distribuent et se distribuent en croix. En fait, ça, c'est un arbre de vie astrologique qui met en scène les trois croix astrologiques. Pareil, ça, c'est une image, c'est une sorte de mandala énergétique. Vous le voyez, il vous parle pas, mais c'est quasiment tous nos outils astrologiques que je vous mets en évidence là. Ça, c'est ce qu'on appelle les trois croix. Mais ces trois croix, c'est une manière de voir comment un être humain se saisit des énergies cosmiques et au milieu de cette trame cosmique d'espace-temps, comment il se saisit des énergies pour travailler, amener à la conscience et à la connaissance. C'est-à-dire amener, et ce n'est pas une connaissance extérieure, mais c'est bien une connaissance intérieure. Voilà, donc tout travaille en croix, comme les cycles de la Lune. Alors, comment les humains ont compris que tout travaille en croix? C'est la Lune qui nous l'apprend durant un mois, puisqu'on voit, d'abord on ne la voit pas, et puis ensuite on voit le premier quartier, elle nous parle de 90 degrés, puis après on voit une pleine Lune, elle est opposée au Soleil, puis ensuite on voit un dernier quartier. Les enfants comprennent ça intuitivement et ils adorent apprendre ça à l'école d'une manière ou d'une autre parce que voilà, c'est une relation entre l'homme et l'univers depuis que l'homme est en vie. Il a compris quelque chose dans le cycle de la lunaison. C'est un cycle de deux planètes. Donc nous travaillons en cyclicité comme ça, par les premières phases, carré, opposition, etc. C'est tout bête. C'est le Soleil, la Lune et la Terre qui nous l'apprennent. Donc ça, je vous ai donné quelques petits préalables. Et là, maintenant, on va un peu rentrer dans les perspectives historiques. Comment les grands cycles se déploient? En fait, si vous voulez, j'ai commencé à y travailler en travaillant sur la destinée de la France pour comprendre au niveau historique comment la France avait évolué, donc d'un point de vue symbolique et d'un point de vue cyclique. Et finalement, je suis revenue sur des grands cycles et j'ai découvert
qu'il y avait des grands cycles astrologiques de 4000 ans. Voilà, il y a un octogone, si vous voulez, des grands cycles. Hein. Et en fait, j'ai commencé à travailler par l'octogone actuel qui commence à moins 577 avant Jésus-Christ. Or, j'allais dire ce matin, mais c'était que tout à l'heure, en début d'après-midi, Patrice Brasseur nous a parlé de Bouddha. Et en fait, moins 577, c'est la naissance de Bouddha, autour du moment où il est né à peu près. C'est le moment où il y a eu de grandes initiés qui sont arrivés sur Terre, comme Lao Tse en Chine. Ensuite, on avait Zoroastre aussi, et Pythagore en Occident, qui est quasiment notre maître dans la civilisation occidentale. Et en fait, en travaillant sur ce grand cycle qui commence à moins 577 et qui va jusqu'en 3372, je me suis rendu compte que ces cycles de 4000 ans, déjà les chercheurs en anthropologie l'avaient trouvé, puisqu'on parle du paléolithique qui commence à moins 8400, 8500 jusqu'à moins 4500. Et donc on a le paléolithique d'abord, puis le néolithique, et ensuite on rentre dans, on est dans un cycle de civilisation qui est arrivé après le paléolithique, après le néolithique, et qui a commencé en 577. Vous voyez, ça commence. En fait, ça fonctionne comme ça, dans ce sens. L'octogone, il part comme ça. On a des cycles de moins 577 jusqu'à 3377. Et nous en sommes là. On a vécu 1, 2, 3, 4, 5, 6 phases comme ça, de 500 ans. Et je vais aller vite, on peut le mettre en spirale aussi, on pourrait retrouver vers quel moment est arrivé justement Hercule, puisqu'il était dans l'ère du taureau. Mais là, on a positionné les civilisations égyptiennes, et ces cycles-là, en fait, les historiens les ont déjà retrouvés. C'est-à-dire que chaque fois qu'on met ce qui est absolument fabuleux, c'est pour dire que tout est organisé tellement bien que les historiens ont retrouvé qu'il y avait, on peut retrouver les phases d'à peu près 500 ans dans l'histoire égyptienne et dans l'évolution égyptienne. Pareil, avec Moïse, on peut le mettre, avec tout le calendrier hébreu, on peut le mettre dans ces spirales-là. Et en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça fonctionne dans ce sens. C'est-à-dire nous sommes dans ce grand cycle de civilisation de 4000 ans qui a commencé là et de façon assez incroyable. Si vous voulez, c'est un schéma qu'on retrouve partout. C'est un schéma, comment dirais-je, l'octogone. Hein, c'est un grand octogone, on le retrouve partout. Mais ce qu'on a trouvé extraordinaire, si vous voulez, c'est de se rendre compte qu'il y avait 8 cycles de 500 ans qui faisaient ces 4000 ans et qu'on va pouvoir retrouver. Ça, c'est une image pour montrer que cet octogone, il est en permanence représenté en même temps que la fameuse croix de David, vous voyez. C'est juste pour un peu voir que l'inconscient humain est structuré géométriquement exactement selon les cycles, puisque les artistes nous le reproduisent en fait. Et là, quand on met, ce qui est assez fabuleux, c'est qu'on se rend compte que là, à moins 577, c'est quasiment la naissance de Pythagore. Et donc, on a toute la civilisation, qui est le père de la civilisation grecque. En fait, Platon n'a fait que retrouver ce que Pythagore avait mis en place. Et on a toute la civilisation grecque qui est là, dans ce premier cycle. Et en moins 83, donc vous voyez, on peut... il y a un paradigme, là c'est ce que nous a apporté la Grèce, ensuite le paradigme c'est l'Empire romain, puis le christianisme. Ensuite on va trouver dans la troisième phase toute l'expansion de l'islam et tout l'Empire arabe et toute la richesse extraordinaire qui a pu se vivre à travers eux au niveau astronomique, parce qu'on doit beaucoup à cette civilisation au niveau astronomique. Et puis ensuite on trouve ici le Moyen-Âge, et ce que je voulais... On arrive chez nous, à notre époque, et le cycle d'avant, c'est de à peu près 1400 à 1892, à la fin du 19e siècle. Et donc, ça c'est le 5e cycle, et nous sommes maintenant dans ce cycle-là. Le cycle d'avant, il s'appelait Renaissance et Lumière, et
aujourd'hui, je veux essayer de vous montrer que nous sommes dans le cycle suivant, qui n'est pas un cycle de renaissance. On a vu tout à l'heure, ça m'a amusé, dans Philippe Ransard, qui nous disait que pour renaître, il fallait avoir une respiration particulière. Alors je me suis dit, pour se reconnaître, je me demande bien quel type de respiration il faudrait. Mais je pense qu'on devrait pouvoir trouver une évolution comme ça. Donc on est dans ce cycle-là. Je ne vous ai pas perdu avec les schémas? Ça va? Ça vous parle? J'espère. Hein. Alors, si vous voulez, ces cycles de 500 ans, on peut les représenter autrement. C'est-à-dire que nous sommes à l'ère c'est des cycles qui traversent les ères. Hein. L'ère des poissons a commencé autour de la naissance de Jésus-Christ, mais peut-être bien autour de moins 83, vous voyez. Et là, on est dans une phase particulière, 1892, on est dans ce cycle-là. Hein. Et une phase particulière où il y a une sorte de... Parce que tout le monde s'échine à savoir quand est-ce que commence l'ère du Verseau, quand est-ce que finit l'ère des poissons. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont, par leur conscience, dans l'ère du Verseau. Et qu'encore pendant peut-être très très longtemps, il y aura des gens qui seront dans la conscience, dans l'ère des poissons. Mais en tout cas, ça se chevauche et il y a des humains qui sont déjà avancés par rapport au Verseau et d'autres qui sont encore dans l'ère des poissons. Mais on est dans cette phase, si vous voulez, de friction entre deux ères. Et c'est une phase assez compliquée, hein, puisque non seulement on a un paradigme nouveau de 500 ans, mais on doit changer de paradigme par rapport à l'ère du Verseau. Alors c'est assez compliqué, mais ça se fait puisqu'on le vit tous les jours. Simplement, on en a plus ou moins conscience et on le fait plus ou moins douloureusement. C'est-à-dire que nous sommes si vous voulez, nous sommes des transformateurs d'inconscient en conscient et nous travaillons en permanence sur la mise en lumière et la mise en conscience du nouveau paradigme. Et donc ces trois cycles-là, si on les représente sur les 500 ans, alors ça va peut-être vous paraître un peu plus compliqué à le voir comme ça, mais regardez juste les bandes et le bas. Si je mets ces trois principaux cycles, le cycle de paradigme, le paradigme suivant, le cycle suivant, plus les cycles d'idéologie, plus les cycles de destruction et de recréation, on arrive à retrouver dans toute cette partie-là du cycle d'avant, de 1400 à la fin du 19e siècle, on arrive à retrouver en fait toute cette partie qu'on appelle la Renaissance. Alors évidemment, les gens qui vivaient la Renaissance, ils ne se sont pas dit « on vit la Renaissance, c'est extraordinaire », parce que c'était terrible la Renaissance. Nous, on en voit maintenant que l'art et tout ce qui nous en est resté, et toutes ces formidables créations, et artistiques et en connaissance, mais ça a été extrêmement difficile à vivre, et ces gens-là, à ce moment-là, le terme de Renaissance, on lui a donné le nom il y a très peu de temps. Donc là, c'est pour vous dire, parce que nous sommes à cette même période que la période de la Renaissance. On est dans un cycle de 500 ans, et on est dans cette période où, d'un part, là, il y a la Renaissance, puis il y a le siècle de la raison, qui a duré un siècle, effectivement, à peu près, puis le siècle des Lumières, puis toutes les révolutions qui ont fait comme descendre et chuter quelque chose jusqu'à la fin du 19e. Ce qu'il faut voir, si vous voulez, c'est ça, là. C'est-à-dire qu'il y a une montée jusque... comme une sorte de pleine lune du cycle qui va nous donner, le paradigme même nous arrive quand on en est là. C'est-à-dire que les êtres humains qui vivent dans ces cycles-là, il leur faut vivre, je veux dire, génération après génération, ils font des créations jusqu'à que quelques-uns arrivant à ce moment-là s'emparent des connaissances et de tout ce qui a pu être travaillé comme substrat, alors scientifique ou autre, donc c'est comme ça aussi on peut voir l'évolution, y compris des sciences comme ça, s'empare de cela et arrive à ce moment-là. Et on le retrouve, si vous voulez, si on prend, je garde que le début de la Renaissance. Ce qui est intéressant, c'est on se rend compte que, si vous voulez, Newton est né exactement à ce moment-là, à la pleine lune du cycle, et c'est Newton qui est le porteur du paradigme de ce dernier cycle, qui est un paradigme des sciences exactes, le paradigme mécanique des sciences de la révolution copernicienne et des sciences galiléennes, hein, c'est-à-dire des sciences pures et dures.
et qu'il arrive, il naît exactement là, et en quelque sorte, il a récupéré tout le travail qui est derrière lui de Copernic, puis tout le travail de Galilée qui a été essentiel, y compris de Descartes au niveau mathématique, et puis ensuite Kepler. Et vous voyez que Newton arrive, enfin évidemment il y a eu plein d'autres êtres mais je gardais cette idée. Si vous voulez, on voit qu'il faut tout un continuum d'êtres qui est l'audace. Parce que Copernic, on a parlé à la Renaissance de la révolution copernicienne, mais vous imaginez le courage qu'il a fallu à Copernic pour continuer à affirmer que la Terre était ronde et que de toute façon elle tournait autour du Soleil et que ce n'était pas la Terre qui était au centre, alors que l'Église ne voulait pas en entendre parler. Et il a d'ailleurs dit « Ne publiez mon livre que quand je serai mort ». Mais vous voyez que ça n'a pas été perdu pour tout le monde, puisque ça a été travaillé, récupéré par d'autres. Alors là, vous avez les scientifiques, mais à ce niveau-là, vous avez les réformateurs religieux, c'est-à-dire toutes les réformes, Luther et Calvin, ils se trouvent aussi dans l'évolution des consciences, parce la conscience, elle n'est pas que scientifique, il y a la partie scientifique, évolution scientifique. Là, on peut dire que dans le cycle antérieur, c'est le cycle des sciences. C'est le cycle de l'objectivation du monde et de la mise en science pure de l'étude du monde à travers la science newtonienne. Alors voilà, c'est juste, mais je ne vais pas aller plus dans le détail, hein, mais ce qui veut dire où on en est maintenant. Alors, où on en est maintenant, c'est que la Renaissance, finalement, vous voyez, se trouvait comme à l'opposé du grand cycle, du cycle de 500 ans grec. Et c'est ça qui est quand même fabuleux, c'est-à-dire de se dire qu'on a eu l'idée d'appeler ça la Renaissance, alors que c'est bien la renaissance des valeurs de l'Antiquité qu'ils ont cru, d'une certaine manière, faire revenir au jour. Mais en quelque sorte, il n'y a pas que... Et ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Parce que de la renaissance des valeurs de l'Antiquité, ils en ont créé un objet nouveau qui est la science objective, moderne, telle que nous l'avons accueillie ensuite au XIXe siècle. Mais en fait, nous sommes maintenant dans ce cycle de 1892. Donc on en est où, nous? Nous en sommes là. Si vous voulez, ça c'est quasiment analogue depuis 1960. Par exemple, de 1950 à 2032, on est dans une phase à peu près analogique au début de la Renaissance, on en est là. Donc on est en train, on ne sait pas dans quelle phase on est, parce qu'il va falloir des historiens après coup qui auront compris ce que les humains auront trouvé, mais on sait que dans cette phase-là, il y a des Copernic qui sont arrivés. Moi je pense que c'est pas Jeanne qui va me contredire, mais c'est les physiciens quantiques, c'est toute la nouvelle science, la nouvelle biologie, la nouvelle manière de voir le monde, c'est-à-dire qu'il y a un changement complet de paradigme dont on n'a pas encore pris la mesure, parce que pour prendre la mesure, il faut qu'il y ait beaucoup de conscience et beaucoup d'êtres qui se soient enseignés, éveillés, frottés les uns aux autres pour trouver où on en est. Donc on en est là. Et donc vous voyez, on n'en est qu'au début, on n'en est que dans cette phase-là. Le nouveau Newton n'est pas né. Hein. Donc, à mon avis, ça ne sera pas un homme cette fois. Ça pourrait bien être une femme, mais ça serait plutôt un collectif. Mais en tout cas, Newton, c'est sûr qu'il a ramassé la mise au sens noble du terme. Hein. Il a su trouver la quintessence de ce que les autres avaient trouvé. Donc, nous en sommes là. Et à la Renaissance, donc, il y avait tout ça qui s'est passé. On est rentré ensuite après la Renaissance, on est rentré dans les Lumières. Mais c'était les Lumières de la science et de la raison. Hein. C'était quand même pas encore... On était encore parmi le travail d'Hercule, dans les savoirs. C'était la mise en lumière des savoirs, mais est-ce qu'on était encore dans les connaissances? Pas sûr, parce que c'était les Lumières de la raison. Et on est sorti à ce cycle-là de l'absolutisme des empires aux premières démocraties qui sont arrivées. Et ce cycle-là nous a amené les droits humains. Et ça, c'est notre cycle, mais je le laisse, j'y reviendrai plus tard. Donc, en quelque sorte, nous, on est dans une phase aussi révolutionnaire, si vous voulez, aussi agitée que la Renaissance. Et si on revient, nous, si vous voyez où on est situé,
les Copernic, on a néophase de Copernic, Luther et Calvin. Donc en ce moment, il y a des réformateurs scientifiques, il y a des réformateurs de la conscience, avec des nouveaux Luther, Calvin, etc. Et qui sont sans doute en collectif. On est dans une phase de renaissance c'est pour ça, vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça reconnaissance tout à l'heure. Enfin, c'est une proposition et on va y revenir. Alors, pour comprendre ce qui se passe, il faut se rendre compte que ça s'accélère. C'est-à-dire que depuis 1939, ça c'est le cycle de Pluton, et le cycle de Pluton est très irrégulier, et la moitié de son cycle, il le fait en 84 ans. Donc, il y a une accélération depuis 1939, vous voyez, ce n'est pas une date neutre, hein. 1939, il y a une accélération énorme jusqu'en 2023, voilà, et donc, quand Pluton est dans le Lion et qu'il va vers le Verseau, il s'accélère et donc il travaille les consciences 2 fois plus vite, ce qui fait qu'il y a un travail le dessein divin par Pluton essaye de pénétrer les consciences et bouleverse l'inconscient individuel de chacun avec beaucoup de difficultés. Et donc, on est dans ces moments de l'histoire, chaque fois, on est dans des phases d'accélération. Donc, nous sommes dans une phase d'accélération qui accélère depuis 1939, avec un tournant à peu près en 89. Alors vous avouerez quand même au niveau historique, hein, 89, c'est pas n'importe quoi. C'est le moment où l'effondrement de l'Union soviétique et de l'idée que le communisme était une alternative au capitalisme. Je fais sommaire, hein, mais en même temps, on est vraiment dans une phase où on a cru que ça y est, l'histoire était terminée, tout était tranquille, on pouvait commercer et continuer à commercer mondialement avec bonheur, sans s'occuper de l'évolution des êtres humains. Donc, mais on est dans cette phase d'accélération de l'histoire, et si vous regardez, précédemment, c'était 1778. Donc nous sommes dans une époque à peu près autour de pré-révolutionnaire, en fait. C'est-à-dire qu'en 1778, c'était la Révolution américaine qui couvait, la Révolution française. Donc, dans les consciences, qu'est-ce qui couvait? L'idée que l'absolutisme ne pouvait plus continuer, et c'était les droits humains qui travaillaient les uns et les autres. Donc, on est dans 250 ans après, mais on est dans ce cycle-là. C'est-à-dire, depuis 1 an déjà, Pluton est rentré dans le Verseau, et on est dans cette époque, en même temps, alors que je vous dis qu'on est dans un moment analogue à la Renaissance, mais encore plus près aussi, on est près dans une époque en même temps analogue à la Renaissance et en même temps pré-révolutionnaire. Donc il va falloir changer nos modes d'organisation collective. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Révolution française? Bon, on le sait, hein, mais j'aime bien citer Aurobindo, et surtout dans un endroit comme ici, et c'est particulièrement important, c'est de se rendre compte que Aurobindo dit que c'est 3 idées sœurs, et que ces idées sœurs-là, elles n'ont pas été complètement conquises, qu'on ne les a pas encore comprises, qu'on ne les a pas intégrées, mais qu'elles sont comme le but de la religion de l'humanité. Mais comme on ne les a pas pris au niveau d'une spirituelle, d'une valeur à acquérir, on les a presque prises comme acquis ou comme des droits. Effectivement, heureusement encore qu'on a eu des droits à la liberté, mais vous voyez qu'il faut toujours y travailler. Et il dit que l'humanité ne s'en est pas encore complètement emparée. Ça, Aurobindo l'a dit il y a 50 ans, et je crois que ça reste vrai toujours. Mais il a beaucoup travaillé sur la Révolution française, et c'est passionnant. D'ailleurs, je vous renvoie à son livre à ce sujet. Enfin, c'est un recueil de textes d'Aurobindo. Donc. Alors, si vous voulez, il y a eu un rebondissement, c'est que la Déclaration universelle des droits humains a enfin été posée par l'ONU en 1948 à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Et à ce moment-là, si vous voulez, on a réaffirmé mondialement les droits humains comme valeur. En principe, un grand nombre de pays sont signataires. Et ce qui est intéressant, c'est cette idée qui arrive et qui est nouvelle, c'est qui dit que les êtres humains sont libres et égaux, mais qu'en plus de la raison, ils sont doués de conscience. Et ça, c'est une évolution radicale, cette idée qu'on passe de la raison à la conscience, parce que ça passe d'un cap, si vous voulez. Autant la raison, c'est le mental, hein, c'est quand même le mental encore, et tandis que la conscience, on est dans autre chose. La conscience, heureusement, de temps en temps, elle sort du mental, même si elle utilise le mental. Elle travaille comme le Verseau en ondes.
Et là, les êtres sont doués de raison et de conscience et doivent vivre les uns et les autres dans un esprit de fraternité. C'est-à-dire que ça a été mis comme un horizon à atteindre. Vous voyez, c'est là, ça rejoint ce que dit Aurobindo. C'est comme une religion, c'est-à-dire on est relié à la vie autour de ces valeurs-là, et notre cap, c'est d'atteindre la liberté, l'égalité et la fraternité. Et là, comme on est dans une phase entre le Poisson et le Verseau, eh ben, il est intéressant de se rendre compte quels étaient les projets du Poisson, quel est le projet du Verseau. Alors le projet du Poisson, si vous voulez, c'est une ère à dominante masculine et patriarcale, hein, ça on s'en rend compte particulièrement maintenant, mais dont le but était assez extraordinaire, c'est que chacun acquiert une conscience individuelle. C'est-à-dire que chacun, grâce au mental, se construise une individualité de conscience. Donc le but du Poisson, c'était d'acquérir une individualité de conscience, tandis que le but du Verseau, c'est de former une humanité unie malgré la diversité, et c'est avec des valeurs d'équité, d'unité dans la diversité et de fraternité. Alors ce qui est intéressant, c'est que les ères, elles ont des événements sources, et le Poisson, c'était le christianisme, et l'événement source du Verseau, d'après moi, c'est les droits humains. Donc c'est déjà la Révolution française, la Révolution américaine et la DUDH. Donc c'est pour vous dire, je pense qu'on y est dans l'ère du Verseau. Disons, on est dans ses prémices, mais c'est extrêmement difficile. Et vous avez qu'à voir en ce moment comme c'est difficile et comme les drames qui se vivent dans le monde par les nouvelles guerres qui sont arrivées, particulièrement au Moyen-Orient, nous invitent à retrouver des valeurs d'humanité et de fraternité, et pas d'aller tuer le voisin parce qu'il ne nous convient pas, ou parce qu'il risquerait de nous tuer. Donc on en est là, et ça explique combien c'est un moment difficile et douloureux pour l'humanité, mais qui nous travaille chacun en conscience individuelle. Donc voilà les projets de chaque ère. Et ce qui est important, et je pense qu'on peut le partager tous ensemble, parce que dans les médecines de l'âme, c'est des médecines quelque part de l'amour, hein, et parce que même si la raison doit travailler, même si le mental doit travailler, il y a quelque chose qui dépasse le mental et qui est au-delà, qui est l'amour. Et dans l'ère du Verseau, les valeurs, ça ne sera plus la forme et le mental comme au Poisson, mais ça va être la vie et l'amour. Donc on en a eu des illustrations déjà tout à l'heure très intéressantes avec la communication animale. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la communication animale? C'est la vie qui communique avec la vie. C'est un être vivant qui communique avec un être vivant. Et c'est vrai qu'un jour on pourra peut-être faire parler les roches, les minéraux, les végétaux, qu'on pourra communiquer avec eux. Et en tout cas, on voit qu'on communique avec les animaux. Et donc on voit bien qu'on y est dans le Verseau, puisque les valeurs commencent à être la vie et l'amour. Donc, où est-ce qu'on en est dans l'œuvre des générations et des générations futures à venir, hein? Voilà. Alors, je vous renvoie à ces courbes-là. Je vous ai dit, c'est en 2140, hein, nous ne serons plus là, mais nos enfants, nos petits-enfants, nos successeurs, et peut-être nous y reviendrons d'une manière ou d'une autre, mais le paradigme vraiment de cette ère ne sera là qu'en 2140. C'est pour qu'on patiente et qu'on soit tranquille et dans le travail qu'on a à faire. Hein, c'est le petit colibri dont nous parlait notre oratrice tout à l'heure, qui doit faire son travail là où il est. Même si, en 2140, pour que ça se passe comme ça, il faut que même les colibris s'y mettent. C'est-à-dire nous tous, chacun de nous, individuellement. Donc on est là, et ça s'accélère, on est donc dans une période... Alors j'appelle ça pré-révolutionnaire, mais je ne sais pas pourquoi le mot de révolution fait peur, alors que révolution, ça veut dire... savoir faire le tour des choses pour peut-être faire le point. Alors donc on est dans cette phase-là, hein, analogue à 1778, vous voyez, donc on a 20 ans de gros travail à faire entre 2023 et 2043, voilà, et en 2043, ça sera un petit peu comme en 1798, vous voyez, le gros travail, la grande marée révolutionnaire a donné ce qu'elle a pu donner de meilleur. On n'a pas fini de le comprendre et de l'intégrer, puisqu'on n'est même pas encore capable de le vivre complètement, et que tous les humains ne l'ont pas intégré. Voilà, on en est là. Et donc,
puisqu'on parlait de Pluton, pour ceux qui ont... Parce que quand même, je sais que... qui est-ce qui est astrologue dans la salle ou qui connaît quand même l'astrologie un petit peu? Ah, il y en a quand même. Oui, ok. Donc voilà, mais comme vous quand même, tout le monde a entendu parler des signes, donc du Verseau, c'est pour ça que j'en ai parlé. Ce qui s'est passé, là je m'adresse aux jeunes générations, ceux qui sont nés depuis 96. Si vous voulez, il y a un changement de conscience énorme qui s'est passé depuis 95-96. C'est quand Pluton est rentré dans le Sagittaire. Donc ceux qui sont nés à ce moment-là ont déjà une conscience très différente. Et d'ailleurs, ils sont nés avec quasiment donc ils sont nés au moment du déploiement du web, de la téléphonie mobile, des réseaux sociaux, de toute je vous renvoie à la révolution de la communication dont a parlé Michel Serres. Et il dit que tout nouvel outil de communication révolutionne aussi les formes de pensée. Et Michel Serres disait, on est comme au néolithique, comme au début du néolithique. Alors je regrette, il est décédé maintenant, et dans les derniers temps de sa vie, je n'ai pas pu en reparler avec lui, mais je considère que c'est tout notre cycle qui est dans un nouveau néolithique, et qu'on est dans un moment de cette phase du néolithique. Mais si vous avez regardé les cercles, on est dans un moment où peut-être la conscience de façon exponentielle arrive à toucher des choses un petit peu différentes. Donc il y a une révolution de la communication, c'est la mondialisation, hein, le tourisme et le commerce mondial pour le pire et le meilleur. Parce qu'on voit, vous voyez, à Venise, ils en ont marre de recevoir autant de monde et presque ils font s'effondrer la divine de Venise parce qu'il y a trop de monde. Enfin, vous voyez, c'est énorme, c'est-à-dire que le tourisme, c'est très beau, mais en même temps, on est arrivé dans des excès. Et donc, toute qualité a rapidement son excès. Là, on avait Pluton dans le Verseau, et puis on a eu Pluton dans le Capricorne de 2008 à 2023. Et si vous rappelez votre propre vie depuis 2008 et 2023, alors il y a ceux qui sont nés à ce moment-là et puis ceux qui l'ont vécu, hein, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Et là, depuis 2008, c'est une crise de toutes les valeurs. Le Capricorne, c'est tout ce qui est crise institutionnelle, c'est-à-dire c'est une crise systémique. Toutes les institutions sont en crise. Dont les institutions politiques, évidemment, en première instance, vous n'avez qu'à voir, hein, où on en est dans un état un petit peu il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas comment il faudrait se réorganiser. Donc là, on a un effondrement des formes du vivre ensemble, et en même temps, il y a d'autres formes de vivre ensemble mais les anciennes formes se défont pour qu'on puisse créer de nouvelles formes. Et donc, il n'y a que quand le vieux monde sera écroulé qu'on verra que les nouvelles formes étaient déjà là, elles étaient en train de pousser. Hein. Donc là, on est dans cette crise systémique, et Pluton dans le Verseau, c'est de 2024 à 2044, donc c'est ce que nous allons vivre dans les 20 ans à venir. Et là, c'est beaucoup plus masculin, et les générations qui sont nées déjà depuis Pluton dans le Sagittaire ont cet esprit déjà un peu plus, comment dirais-je, fraternel, c'est-à-dire que la fraternité est incluse en eux d'une certaine manière. Et donc il y a tout un travail sur la fraternité humaine et sur la construction de l'intérêt collectif, et on le voit vivre avec l'écologie, avec des nouvelles formes de vivre ensemble et avec les communs, la naissance de l'idée de commun. Le commun, le communisme, c'est du Verseau, pur. C'est-à-dire créer du commun. Alors il faut le créer le mieux possible et que ça ne devienne pas une dictature, mais ce n'est pas si simple à créer. Donc on a ça devant nous, et c'est l'œuvre des générations, surtout depuis 96, les nouveaux. Et je pense que si vous voulez, dans ces générations-là, qui sont nées dans ces moments-là, nous avons des réformateurs religieux, des réformateurs de la pensée, des réformateurs des sciences. Il y a un effondrement cyclique en 2020-21. Et en général, quand il y a des effondrements cycliques, il y a des événements collectifs énormes. Et en fait, oui, vous avez vu ce qui s'est passé en 2020-21. Voilà, c'est le blackout mondial, la crise du Covid, etc. Donc, quand même, vous voyez que tout est organisé, tout a un ordre, et il faut essayer de le lire. Voilà,
Donc ça, je ne reviens pas sur ce que nous a amené la crise du Covid, mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est de se rendre compte que maintenant, on est dans une phase très serrée là, entre 2020, depuis la crise du Covid, et un petit peu 2030, 2032, en tout cas au moins jusqu'à tout le passage de Pluton dans le Verseau, où il y a, malgré tout, il y a beaucoup de reconstructions qui se font derrière tout ce qui se déconstruit. Et ce que je pense, c'est justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons en ce moment des réformateurs de la conscience, parce que ça c'était une conscience religieuse, hein, une nouvelle conscience religieuse, mais vous avez vu que la nouvelle conscience du Verseau, c'est liberté, égalité, fraternité, et que par contre c'est la nouvelle conscience religieuse de toute l'ère du Verseau en fait. Vous comprenez ? Donc elle est portée non pas par un seul bonhomme, en plus c'était des bonhommes, hein, il n'y avait pas... même s'il y avait des femmes derrière eux ou à côté, mais là c'est porté par des consciences féminines et beaucoup plus de place au féminin, n'est-ce pas? Voilà, donc chaque fois que Pluton est dans le Verseau, il y a des révolutions, et chaque fois ça s'est tombé sur là je vous parlais de ces réformateurs religieux, maintenant c'est les réformateurs. On avait eu l'indépendance, là je vous l'ai déjà dit, l'indépendance américaine, la République française, etc. Et maintenant, ce qu'on a à faire, c'est porter cette révolution, oser, si vous voulez, affirmer cette nouvelle conscience, beaucoup plus humaine, beaucoup plus fraternelle. Mais il va bien falloir qu'on l'affirme et qu'on ne laisse pas faire n'importe quoi dans le monde et qu'on se lève fraternellement chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, en fait. Parce que, si vous voulez, vous avez la question de l'intelligence artificielle versus l'intelligence du cœur. Hein. Voilà. Maintenant, on peut bombarder des populations à l'aide de l'intelligence artificielle. L'intelligence du cœur, sans doute qu'elle arrêterait cela. On en est là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce paradigme? Je pense qu'on va en parler ensemble. Hein. Il y a une renaissance, si vous voulez, on doit passer de la raison à l'amour. Hein. Maintenant, par contre, on est inverse à l'Empire romain, et ce que je crains un peu, enfin ce que je sens bien qui est en train de se faire, on est dans une sorte d'empire économique mondial, comme il y avait un empire romain à ce moment-là, vous voyez. On est dans cette ère où, qu'est-ce qu'on fait de cet empire économique mondial? Est-ce qu'on va sortir de l'économie? Parce que qu'est-ce que c'est que l'économie? Il faut comprendre que l'économie, c'est qu'une partie. L'écologie, l'autre partie. L'économie, c'est une partie un peu science matérielle, matérialiste, objective, mais la part humaine de l'économie, c'est l'écologie. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que je vous montre que, en faisant de l'astrologie, les sciences exotériques se sont séparées des sciences ésotériques. Donc, ce dont nous parlait Patrice tout à l'heure, c'est la connaissance exotérique extérieure qu'on essaye d'apprendre, mais la connaissance ésotérique qui vient de l'intérieur est aussi importante. Et donc, on doit reconnecter en ce moment tout le savoir qu'on a accumulé sur le monde et tout le savoir qu'on a économique et tout ça, qui n'est qu'une partie desséchée et froide d'une certaine manière. Et comme à un moment donné, si vous voulez, à la Renaissance, la chimie s'est séparée de l'alchimie, la physique s'est séparée de la métaphysique, et maintenant arrive la physique quantique qui, par bonheur, réintroduit le sujet. C'est-à-dire, c'est là l'originalité de la physique quantique, elle nous dit, le sujet, dès qu'il y a un sujet, ça change l'observation. Par conséquent, la séparation que vous faites entre le sujet et l'objet, elle est fausse. Parce qu'il n'y a pas de séparation. Dès que le sujet induit quelque chose toujours sur l'objet, et donc il n'y a pas d'objectivation absolue. Donc on est dans ce moment où, alors que dans le cycle antérieur, il y en avait séparé le sujet de l'objet, on doit se réunifier par une vision non pas uniquement économique, mais écologique du monde dans lequel l'humain se réintroduit. Voilà, et en fait, je pense que on est dans cette idée où, après cette séparation, si vous voulez, esprit-matière, et là je reprends un schéma de Alice Bailey, hein, par la triplicité, il faut que on réintroduise un fonctionnement dans la triplicité et pas uniquement un fonctionnement en division et en séparation, et même si ça nous sert momentanément à objectiver quelque chose. Parce qu'on fonctionne quand même toujours par polarité,
Mais quand on est embarrassé dans une polarité, on peut toujours s'en sortir en introduisant un troisième terme. La psychologie nous le dit d'ailleurs. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Le défi de notre époque et le défi des nouvelles générations, c'est une nouvelle conscience, une conscience unifiée qui ne sépare pas le sujet de l'objet, qui ne sépare pas les vivants entre eux. On a vu avec la communication animale, ils sont reliés à nous, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. Tout ce qui est vie est relié, tout est vie. Et nos amis d'un autre sens font des petits livres comme ça pour les humains, pour expliquer justement, pour les enfants, et pour les humains bien sûr, que tout... Elle n'est pas mauvaise, hein, celle-là. Voilà, ça sera votre... pour nous tous en fait. Tout est vie, vous voyez. Et donc, le défi que nous avons, c'est comment chaque individu participe le mieux possible à un collectif et fait son petit colibri dans son coin le mieux qu'il peut. Mais il faut se dire que si on fait le petit colibri dans un coin et qu'on ne fait pas de dommages et pas de dégâts et qu'on ne laisse pas faire de dégâts, certainement qu'on fait ce qu'il faut. Donc c'est pas que avoir des idées grandioses, d'être des êtres grandioses, c'est d'être des êtres humains tout simplement. C'est-à-dire qui avançons avec le cœur, en sachant faire, se disant que l'autre est une partie de nous-mêmes en fait. Et que de toute façon, si nous sommes bien positionnés dans notre individuellement, si nous avançons avec nos valeurs et avec la connaissance intérieure, intime, nous ne pouvons que faire du bien et que retrouver des collectifs et s'unir à des collectifs. Et je trouve qu'ici, il y a un très beau collectif qui se constitue année après année. Et ça me fait vraiment, j'ai beaucoup de reconnaissance d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Oui, j'ai une vision actuellement purement occidentale, c'est-à-dire déjà je me dis que si on travaille bien en Occident, qu'on n'est pas en Orient, qu'on est là, qu'on s'est incarné ici, que c'est là qu'il faut bosser, et que si on bosse bien en Occident, ça sera le meilleur moyen de retrouver l'Orient. Et donc je laisse aux Orientaux, aux Indiens le travail, à faire leur propre travail. Il est possible, ça c'est très pythagoricien ce que je fais. C'est-à-dire c'est vraiment type, et là vraiment votre question elle est en or parce que c'est vrai, c'est très limité et il faut sortir de notre vision occidentalo-centrée. Néanmoins, ce que nous avons, ce que l'Occident a amené, c'est actuellement ce que je considère, c'est une vision des valeurs qui peut concerner toute l'humanité, à condition qu'on les respecte. Mais comme en ce moment l'Occident prêche ce qu'il faut être, mais n'est pas ce qu'il dit, c'est-à-dire faites ce que je vous dis, mais je fais ce que je veux. Voilà. En ce moment, je veux dire, la civilisation occidentale est vraiment est en pleine déchéance morale, parce qu'elle ne fait pas respecter, elle dit ce qu'il faut faire, mais elle ne le fait plus. Donc, mais ta question, alors je pense, si tu veux quand même, ce cycle de 4000 ans, on va le retrouver en Orient, et puisque c'est la naissance de Lao Tse, et que donc Confucius, on les retrouve à la même période. Nous, on est très pythagoriciens, c'est-à-dire on a toutes les valeurs de la Grèce en Occident. L'Occident est porté par cette vague pythagoricienne encore. Et ce que je trouve magnifique dans ces cycles de 4000 ans, c'est de se rendre compte à quel point on comprend pourquoi on a pris le grec, on nous disait qu'il fallait prendre le grec, on comprend pourquoi on nous dit que tout vient enfin en tout cas en Occident, là on le comprend, on le voit, on le reconnaît. Et j'aimerais travailler avec des anthropologues ou des gens comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez pour le moment, les astrologues, il faut qu'on reste à la maison, mais ça fait rien, on va rester à la maison le temps que... Mais il y a des lieux comme ici, ou alors on est tout juste bon à faire des consultations pour certains pontes scientifiques, s'ils le veulent, ou présidents, ou tout ce que vous voulez, mais à part ça, ils vous consultent en privé, mais jamais en public. En tout cas, c'est pas moi qui consulte. Mais merci de votre question. Effectivement, c'est très partiel. Hein. Mais bon, quand même, c'est pas mal, 4000 ans, non? Saturne, vous savez, quand on touche du bois, quand on dit « Ah, je touche du bois », ça veut dire qu'on se rallie au principe de Jupiter. Donc, parce que le bois, le principe de Jupiter, quand il est dans la matière, c'est le bois.
le principe saturnien, quand il descend dans la matière, parce que c'est un principe, c'est un paradigme, hein, c'est un axe paradigmatique, et quand il arrive dans la matière, Saturne, c'est du plomb, ou de la pierre. Mais donc c'est de la matière dure, pure et dure. Hein. Et donc un Saturne d'or, c'est un Saturne qui s'est métabolisé, qui est sorti de la pure matérialité et qui est revenu dans l'énergie. Donc un Saturne d'or, c'est celui qui a compris quelle est la loi. Je crois que c'est Patrice qui nous disait connais la loi et tu seras libre. Hein, enfin, c'est la connaissance rend libre. Charles Vouga, avec qui j'ai travaillé, donc l'astrologue, il disait connais la loi et tu seras libre. Je crois que c'est dans la Bible aussi d'ailleurs. Et donc quand tu connais parfaitement la loi, tu es complètement libre et tu es devenu un Saturne d'or. C'est-à-dire, et ça on le comprend en astrologie avec les 3 niveaux de maîtrise. Pour les personnes qui sont astrologues, on a plusieurs niveaux de maîtrise. Et le 3e niveau de maîtrise du Capricorne, c'est Vénus, c'est l'or. C'est-à-dire quand on est devenu un maître, par exemple, Bouddha, le Christ, c'était des Saturnes d'or, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont incarné la loi et en plus ils l'ont rendue, comment dirais-je, transparente, lumineuse, riche. Et donc il est dit dans l'ère du Verseau que c'est l'ère de la fraternité, c'est l'ère où on revient vers un Saturne d'or. Mais enfin, soyez pas trop pressés, il faut 2160 ans. Et on rêve, mais Alice Bellet nous dit, dans les travaux d'Hercule, dans le travail sur le Verseau, elle nous dit ce truc extraordinaire, elle dit, imaginez ce que sera la vie à la fin de l'ère du Verseau, quand la seule énergie qui guidera les humains sera l'amour et l'inclusion. Alors vous voyez, la guerre est le parfait exemple de l'exclusion. C'est-à-dire, comme on ne sait pas inclure, on se tape dessus, quoi. Comme faisait Hercule sur l'hydre, d'abord il ne sait pas faire, il lui tape dessus, quoi. Mais chaque fois qu'il lui tape dessus, ça repousse. Donc, mais on a beaucoup de choses, et il faut du temps, on a un parcours... ça te va, le Saturne d'or? Ah, je vais me faire gronder par la personne qui filme. Elle va me dire que je suis venue dans l'ombre. Ça va? D'abord, nous, on sera morts. Moi, sur le réchauffement climatique, je laisse faire les hommes et les femmes de l'art dans le domaine. Hein. Je veux dire, on entend, mais ce qu'on voit bien, si tu veux, c'est que le réchauffement climatique vient du fonctionnement économique débridé. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai parlé de la différence entre économie et écologie. C'est-à-dire l'écologie prend en compte qu'on est dans un système fini, qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout de l'extractivisme et qu'on ne peut pas... c'est la lutte à mort pour les premiers qui arrivent et qui prennent la ressource. En fait, les ressources sur Terre, elles devraient être communes. Il devrait pas y avoir, elles ne devraient pas appartenir à une entreprise. À la fin de l'ère du Verseau, elles appartiendront pas à une entreprise et à quelques personnes qui vont recevoir des dividendes sur l'extraction de l'eau dans le sol français, quoi. Mais seulement en ce moment, on est tellement habitué à un fonctionnement qu'on a un mal fou à voir autrement. Alors, le réchauffement climatique, il est dû par un excès de productivisme. Pour le coup, ça, c'est du productivisme. Et donc, il faut qu'on partage les ressources et qu'on ait une vision écologique du monde, c'est-à-dire dans lequel l'humain entre en jeu et les ressources ne soient pas accaparées par les... Mais je vois bien qu'on est dans une crise majeure de ce côté-là. Hein. Et je ne sais pas, plus que toi, pas plus que vous, si on va s'en sortir ou pas. Mais en tout cas, espérons. Ben, ce n'est pas à eux de prendre conscience, c'est à nous de prendre conscience qu'on va le leur piquer et qu'ensuite on les donne à des multinationales et qui enrichissent des... Mais pendant longtemps, ils n'ont pas vraiment fait la conscience. Ben oui, mais quand tu es tabassé pendant des siècles et que tu es esclavagisé, tu mets du temps à te réveiller. Hein. La question, c'est que qui est responsable, hein? Or, c'est ceux qui sont devant et qui doivent se... Parce que, heureusement qu'ils se réveillent. C'est d'ailleurs, si les gens ne se réveillaient pas, si on ne se révoltait pas, il n'y aurait pas d'évolution, quoi. Mais voilà. J'ai pas parlé, mais tout le 19e siècle, c'est un siècle terrible
c'est la révolution industrielle, mais on devrait appeler ça la révolution matérialiste qui a commencé à détruire le monde. Les puissances occidentales se sont partagées le monde. Comme disait je ne sais plus qui l'autre jour à la télé, ils ont pris une règle, un crayon, ils ont dit ça c'est la frontière et voilà. Quand on voit l'Afrique, enfin moi j'ai vécu en Afrique, les frontières qu'on leur a laissées n'ont rien à voir avec la réalité. Donc, mais en même temps, l'histoire est comme ça, hein, elle évolue. Il n'y a pas de réponse à ce que vous dites, c'est-à-dire vous avez raison. Mais quand on a parlé de Saturne tout à l'heure, je vous ai dit que le plus bas de Saturne, c'est la pierre et le plomb. Mais il y a des gens qui font du Saturne d'or en ce moment, qui ont des paroles d'or et d'amour. On en entend ici dans cet endroit et puis vous êtes là aussi et donc ça existe partout et si vous voulez chaque fois qu'une énergie rentre ou un rayon, parce qu'il y a aussi la science des rayons avec l'astrologie, rentre en activité, on voit d'abord son côté néfaste. Et ça, c'est vrai que déjà le XXe siècle a été terrible, hein, parce qu'il y a eu 30 ans de guerre mondiale, enfin, il y a eu deux. Et que là, on pensait, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il faut bien qu'on ait un peu d'optimisme, et que nous, un petit colibri que nous sommes, même au milieu d'une grande forêt, ben, on parle d'amour plutôt que de guerre, nous, là où on est. Et je pense que si vous voulez, de proche en proche, mine de rien, où vous avez parlé d'extinction, ben, il y a des jeunes qui font extinction, rébellion. Ils créent des mouvements pour dire non, on n'accepte pas l'extinction, on se rebelle. Et donc, alors ils ont des formes plus ou moins radicales. Alors maintenant, c'est tout juste si on a le droit d'avoir une opinion ou de se positionner. Les pauvres jeunes qui essayent de dire « mais attendez, ça ne va plus », on leur dit « ah, mais qu'est-ce qu'ils sont radicaux ces jeunes ?» Eh bien, heureusement qu'ils sont radicaux les jeunes, parce que qu'est-ce qu'on deviendrait nous? Si vous voulez, c'est les jeunes qui portent le futur. Et moi, je suis optimiste, j'espère, mais il est possible qu'on passe par... On est dans un effondrement, oui. Mais peut-être qu'il faut arriver à l'effondrement pour prendre conscience. Noé était aussi dans un moment d'effondrement. Alors peut-être qu'on n'est pas à l'effondrement que de Noé, j'espère, parce que... Mais l'amour, vous y croyez pas, vous, à l'amour? Moi, j'y crois. Hein? Mais c'est vrai, alors je travaille en géopolitique, et si vous voulez, j'ai beaucoup de misère avec ça, parce que c'est compliqué, mais pour moi, si vous voulez, depuis 79 et 89, et qui est un moment capital, l'effondrement de l'Union soviétique, l'astrologue avec qui je travaillais, qui était née en 1904, elle me disait, mais ma petite Fanchon, l'Empire, la Russie s'effondrant, le capitalisme va s'effondrer, puisqu'ils se tiennent dos à dos. Elle n'a peut-être pas tort, mais en tout cas, vous voyez, on fait de la géopolitique comme on peut. Mais en même temps, je peux en parler que dans certains cercles où il travaillait, mais c'est pour nous donner du courage que je vous dis ça. Il faut qu'on ait le courage d'aimer. Là où on est. Au fait, je voudrais terminer pour dire ça qui est important, peut-être. La mission de la France, c'est de démontrer la réalité de l'existence de l'âme. D'après Alice Bailey, dans La destinée des nations. Et c'est pour ça que je travaille activement sur la France, parce que je me dis, elle a ce rôle. Donc on est tous responsables, et à notre petite part, on amène, on y croit. On y croit. Merci à tous. Merci à tous.